Salut, c'est François. On se retrouve pour Rétro-Passion Automobile et pour parler de la Mazda RX-7 et, by the way, du célèbre rotor de notre ami Wankel. Séduit par le caractère innovant ainsi que par le potentiel technique du rotatif, le constructeur nippon Mazda signe dès 1961 un contrat avec la firme allemande de Felix Wankel en faisant ainsi l'acquisition de la licence de la fabrication du moteur Wankel. La première Mazda à être équipée de cette mécanique inédite sera le coupé Cosmo présenté en 1967. À l'aube des 70s, la firme d'Hiroshima avait été jusqu'à proposer des versions à moteur rotatif sur presque tous les modèles inscrits à son catalogue, puisqu'en 1973, Mazda produit ainsi près de 240 000 voitures à moteur rotatif, ce qui représente au total la moitié de la production du constructeur. Mazda va progressivement réserver à partir de la fin des années 70 cette mécanique atypique à ses voitures les plus sportives, notamment à la nouvelle RX-7 dévoilée au public à l'occasion de l'ouverture du Salon de Chicago en avril 78. C'est avec ce nouveau modèle qu'il est certain que c'était clairement le marché américain qui était en ligne de mire. Lors du lancement de la RX-7, cela fait 10 ans déjà que la firme Mazda est présente dans l'Hexagone. Et si le coupé RX-7 ne peut espérer mieux que le rôle de porte-drapeau, voire tout simplement de curiosité exotique en France, il est facile de comprendre que les ventes de la RX-7 en France soient des plus confidentielles. Seulement 182 en 1980 et à peine 20 l'année suivante. Si comme la plupart des voitures japonaises, elle est proposée sur le marché français à un prix très concurrentiel, l'appétit du moteur rotatif, comme le manque d'image de Mazda dans ce segment, la maintiennent dans l'ombre. Ce manque de succès commercial dont elle pâtit chez nous n'empêche toutefois pas son constructeur de la faire évoluer régulièrement. Pour l'année modèle 81, les pare-chocs sont redessinés et mieux intégrés à l'ensemble de la voiture. La poupe est elle aussi redessinée et rallongée. Des baguettes latérales apparaissent plus épaisses, un tableau de bord modifié est aussi apparu, et surtout les nouvelles jantes, dont le motif évoque clairement les deux rotors de son moteur, sont rajoutées. La puissance passe désormais de 105 à 115 chevaux, et donc la consommation ainsi que les émissions de pollution se voient sensiblement diminuées grâce à l'installation d'un nouvel allumage électronique. Toujours sur le plan technique, le freinage se voit également amélioré avec des disques de frein dont sont maintenant aussi équipés les roues arrière. Après 7 ans de carrière et moins de 550 exemplaires seulement vendus en France, sa remplaçante, la seconde génération de la RX-7, arrive dans l'Hexagone en mars 86. Esthétiquement parlant, en tout cas, cette RX-7, deuxième du nom, n'est toutefois en rien une révolution. Avec elle, au contraire, Mazda a fait, semble-t-il, le choix de la prudence en jouant la carte de la continuité. Sans aller jusqu'à dire que l'on pourrait presque les confondre, la ressemblance entre la nouvelle RX-7 et la précédente génération est aussi évidente qu'indéniable. L'orientation prise par Mazda dans ce domaine étant similaire à celle opérée par Porsche en remplaçant la 924 par la 944, celui du changement dans la continuité. Par rapport à ses devancières, elle présente ainsi simplement des lignes légèrement plus massives, notamment au niveau de la face avant et des flancs. On peut voir aussi des montants de pare-brise plus épais et peints de la couleur de la carrosserie, ainsi qu'un pare-choc arrière redessiné et moins proéminent. Bien qu'elle ne soit donc sur ce plan guère plus qu'une simple RX-7 FB modernisée, elle affiche une ligne parfaitement dans le vent, taillée et bien apte à séduire son cœur de cible qui reste encore et toujours la clientèle américaine. Les capots plongeants et les phares rétractables étant alors d'ailleurs très à la mode, notamment sur certains des modèles les plus emblématiques de la production américaine de l'époque, comme la Corvette et la Firebird, dont on peut penser que les designers de Mazda se sont peu ou prou inspirés pour créer les lignes de cette nouvelle RX-7, même si on peut aussi y trouver un air de ressemblance avec la Porsche 924 et 944. Et si l'on a déjà bien vu pire en termes d'inspiration, c'est probablement là que réside le principal point faible de cette RX-7 MK2. Sur le plan technique, justement, le moteur à carburateur qui équipait la précédente génération cède ici sa place à un nouveau birotor de plus grosse cylindrée, équipé d'un nouveau système d'alimentation à injection électronique ainsi que d'un circuit d'admission d'air entièrement redessiné.
Avec une puissance nette de 150 chevaux, la RX-7 abandonne alors son étiquette de coupé populaire pour maintenant acquérir, progressivement mais de manière assez visible, celle d'un coupé de sport haut de gamme. Après s'être inspiré de manière à peine voilée des voitures de sport européennes, on a parlé de Porsche 924 et 944 pour ces lignes, avec son nouveau moteur birotor, elle se dote également de performances à la hauteur de ses concurrentes. Pour accompagner cette montée en puissance et offrir à cette seconde génération une tenue de route à la hauteur de ses performances, celle-ci reçoit également un essieu arrière à roues indépendantes et à braquage passif, une direction assistance variable savante ainsi que des amortisseurs pilotés. Sur le marché européen, la RX-7 devra malheureusement pour elle toujours se contenter d'un simple rôle de figuration et ne parviendra jamais à ravir un tant soit peu la vedette aux constructeurs allemands et italiens comme Alfa Romeo ou BMW. De l'autre côté de l'Atlantique, en revanche, elle y rencontre un succès assez enviable, le marché américain absorbant à lui seul les 3/4 de la production. La RX-7 FC, avec un turbo de 200 chevaux, fait finalement son entrée sur le marché français à l'été 89, en même temps qu'une élégante version cabriolet. La RX-7 est légèrement redessinée, les modèles produits à partir de cette époque se distinguant par la disparition des bandeaux en plastique noir disposés auparavant sur les pare-chocs et sur les flancs, de nouveaux dessins de jantes, des feux arrière redessinés, un volant et des aérateurs de tableau de bord retouchés, ainsi qu'une large prise d'air à l'avant, destinée à la fois à offrir un refroidissement optimal au moteur rotatif, mais aussi à lui rapporter un petit peu d'agressivité en termes de ligne, et de rappeler qu'il s'agit bien là d'une véritable voiture de sport qui n'a rien à envier à ses rivales européennes et américaines. Lorsqu'elle quitte l'Hexagone en février 92, l'AFC ne sera parvenue à séduire en tout et pour tout qu'un peu plus de 200 amateurs, alors que sa devancière, l'AFB de son côté, était largement parvenue à franchir la barre des 500 exemplaires. Si les RX-7 FB et FC pouvaient encore se prévaloir d'être des coupés plus ou moins populaires et familiaux, avec leurs lignes assez consensuelles et leurs 4 places, la RX-7 FD, elles, rompt délibérément et radicalement avec la personnalité de ces dernières et s'affiche sans détour comme une véritable voiture de sport, non seulement pour son physique et par ses performances, mais aussi par le fait qu'il s'agit désormais d'une stricte deux places. Outre la puissance respectable et même fort enviable de son birotor, sa fiche technique a de quoi faire saliver plus d'un amateur avec une suralimentation séquentielle à 2 turbos. Les trains roulants, eux aussi, ont bénéficié d'une profonde remise à niveau, la transmission se voyant quant à elle équipée du fameux Power Plant Frame, constitué d'une poutre en aluminium ajourée qui permet de relier le moteur central avant ultra compact avec le différentiel arrière, un système inauguré sur le Roadster MX-5. Cette version FD ne connaîtra toujours, tant du point de vue de l'image de marque que sur le plan commercial, qu'une carrière des plus confidentielles, et en France sans doute plus qu'ailleurs. Seuls 1152 exemplaires sont en effet vendus sur le vieux continent, et sur ces derniers, il n'y en aura en tout et pour tout que 45 de vendus dans l'Hexagone. Et même sur le marché américain, qui avait pourtant été le principal marché de la Mazda RX-7, et avait largement plébiscité les 2 précédentes générations, étrangement l'accueil se révélera cette fois-ci assez tiède. Au total et au niveau mondial, il ne sera produit qu'un peu plus de 68 000 exemplaires de cette 3e et dernière génération de RX-7. Dans les faits, et avec le recul, cela reste peu par rapport aux résultats engrangés par ses devancières qui, réunies, avaient été produites à plus de 843 000 exemplaires. On peut donc bien parler, pour cette 3e et ultime mouture, d'un véritable échec commercial. L'échec commercial de cette 3e et dernière génération du coupé RX-7 a prouvé aux constructeurs japonais combien il était difficile et aussi risqué de vouloir obstinément et constamment, ainsi que presque à tout prix, chercher à être l'égal complet de leurs rivaux italiens et allemands, et plus encore, tenter de les détrôner de leur piédestal. Merci de ce superbe article de Philippe Roche que vous pouvez retrouver dans sa version complète, qui est beaucoup plus longue, et avec des données techniques supplémentaires sur Rétropassion Automobile, et bien sûr vous abonner aux autres éléments, aux autres histoires du podcast de Rétropassion Automobile sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify et Amazon Music.